Anime le Sénat sur le sujet des territoires, des élus, des collectivités est la seule excuse que nous avons pour expliquer ce retard qui est le nôtre. Mais vous ne nous en voudrez pas, que ce soit la passion et la conviction. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier. Nous travaillons, vous le savez, sur un sujet d'importance autour des conditions de l'engagement, que j'appelle un engagement civique dans la plupart des cas, la facilitation de l'exercice de ce mandat particulier d'élu local et tout particulièrement des maires, mais pas que, et également sur un volet dont on parle très peu, qui est l'après. Puisque l'engagement est une parenthèse, la fin de la parenthèse est parfois choisie, voulue, et parfois elle arrive un peu à l'insu de notre plein gré, si je puis dire, un dimanche soir, parce que les résultats ne sont pas ceux que nous aurions souhaités. Donc nous avons auditionné tout à l'heure des élus de territoires très différents avec des témoignages remarquables. Et puis là, nous sommes très heureux de vous entendre en tant que représentants des associations d'élus locaux, ces associations étant nos partenaires réguliers. Quand nous faiblissons, les associations se rappellent à nous activement. Voilà. En tout cas, nous avons donc 3 volets, je les ai bien expliqués tout à l'heure. Le volet revalorisation des indemnités, considérant, je le disais tout à l'heure, que la République n'a pas de prime, elle a un coût, et qu'aujourd'hui il faut affirmer que l'engagement des élus doit être sécurisé, y compris d'une manière financière. En tout cas, on ne doit pas être pénalisé parce qu'on est élu, mais ce volet a été traité et nous avons fait nos propositions. Donc aujourd'hui, nous vous proposons, à l'initiative des co-rapporteurs qui sont là et que je salue, certains d'entre eux ayant dû s'absenter, parce que vous savez, on vote aussi le budget en ce moment, donc on doit être un peu partout, porte sur cette facilitation de l'exercice du mandat et la sortie. Et nous avons donc cette mission flash sera rendue dans sa totalité le 14 décembre et le président du Sénat a annoncé lors du congrès des maires que le Sénat prendrait une initiative sous la forme d'une proposition de loi dès le mois de janvier. Fort heureusement, le mois de janvier compte 31 jours, donc on va peut-être pouvoir le faire ainsi, mais vous voyez notre engagement et la nécessité, car nous voulons qu'avant les prochaines élections de 2026, les choses aient évolué. Et pour faciliter l'engagement, il faut que les gens connaissent le cadre dans lequel ils vont s'engager. Je rappelle juste 2 chiffres, que nous avons eu en 2020 une centaine de communes qui n'avaient pas de candidats, et que nous avons aujourd'hui 345 communes qui ont des conseils municipaux incomplets. Et je ne parle pas des communes de plus de 3500 qui n'ont eu qu'une liste. Lors des dernières municipales, il y a une fragilité absolue sur ces communes, puisqu'il suffit d'une dernière démission pour obliger un renouvellement. Voilà. Donc je vous salue tous en vos grades et qualités, AMF, AMRF, et je suis très heureuse de saluer aussi Intercommunalité de France, qui est au cœur de nos sujets, puisqu'on sait, et ce sera mon dernier mot, que quand on parle du mandat d'élu local, le mandat d'élu local n'est pas que le mandat dans la commune, le mandat d'élu communal, mais il y a toutes les ramifications qui aujourd'hui sont de plus en plus exigeantes, celles naturellement de l'intercommunalité, mais celles aussi des syndicats, je ne parlerai même pas des SCOT, etc. Parce que, voilà, chers amis, donc Frédéric Grohic, maire de Péguerolles de l'Escalette, sans doute la plus belle commune de France, président des maires de l'Hérault, ça aussi c'est très bien, et coprésident du groupe de travail conditions d'exercice des mandats de l'AMF, qui a fait un très gros travail. Donc Éric Crézel, qui est maire de Ceffonds en Haute-Marne, est membre du bureau de l'AMRF. Voilà, et nous avons déjà eu l'occasion d'échanger, et les apports sont toujours intéressants. Et nous avons donc Fabien Jordan, au titre d'Intercommunalité de France, qui effectue aussi un travail extrêmement important autour des institutions. Et vous êtes président de Mulhouse Alsace Agglomération, certains vous connaissent très bien,
Voilà, vos témoignages et vos profils nous intéressent. Donc, je vous laisse la parole, 5 minutes chacun. Donc, vous allez faire mieux que moi. Ensuite, la parole à nos co-rapporteurs et puis des échanges, si vous le permettez. Merci beaucoup. Donc, alors, Monsieur Roig, voilà, c'est vous. Ça vous va? Très, très bien, merci. Mais... Ne me demandez pas pourquoi il en est ainsi. C'est l'arbitraire de la présidente. Voilà. Très bien, merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. Effectivement, vous avez dressé le tableau et le constat, donc je n'y reviendrai pas. On a instauré il y a 3 ans donc, un groupe de travail sur les conditions d'exercice du mandat. Et donc, on a travaillé en plusieurs étapes. La première étape a consisté à beaucoup écouter les témoignages, à beaucoup enregistrer effectivement et de voir un peu comment tout ça s'intégrait dans le dispositif qui existe, parce qu'on dit le statut de l'élu, mais il n'y a pas véritablement de statut ici ou là. Dans les différents codes et autres, il y a des éléments qu'on retrouve, mais il n'y a pas véritablement de statut. Et donc, cette première phase a permis d'aller vers les éléments que vous avez indiqués, c'est-à-dire les conditions assez compliquées, voire complexes, voire parfois assez dramatiques pour des collègues dans les territoires qui, une fois le débat démocratique de l'élection étant passé, se retrouvent confrontés à des réalités, des missions, des compétences, des obligations, avec la double casquette de représentants de l'État et de représentants de leur collectivité. Et donc, je ne vais pas faire le caliméro sur la question des finances, qui sont un des éléments quand même qui expliquent aussi beaucoup une forme de lassitude et d'inquiétude quant à l'avenir sur les conditions d'exercice du mandat. Et donc, on a bien intégré le fait qu'il était important de se préoccuper des 3 phases que vous avez évoquées, avec 2 éléments de distinction. Les 3 phases, c'est effectivement le début du mandat, qui, pour celui qui vient de s'exercer, moi je suis rentré dans mon 5e mandat, donc j'avais un peu d'expérience, dirons-nous, mais c'est passé dans des conditions compliquées avec le Covid et dès le lendemain de l'élection, un certain nombre d'obligations à mettre en œuvre qui n'étaient pas très très simples. Et donc, quid de ces connaissance de ses compétences, des rouages du fonctionnement des institutions, des obligations réglementaires, de la protection aussi de l'élu. Et puis, aujourd'hui, on est à la mi-mandat, donc il y a effectivement le déroulement du mandat, c'est la 2e étape. On prend ses marques et une fois qu'on a pris ses marques, on essaie effectivement d'exercer dans les conditions que l'on connaît son mandat. Et puis, il y a l'après. Vous l'avez dit, qui est aussi important parce que parfois ça crée des catastrophes et les gens se retrouvent dans des situations de précarité extrême alors qu'ils ont consacré plusieurs années au service de l'intérêt général et de leur territoire et de leur commune. Et sous-jacent à ces 3 étapes, il y a 2 éléments qui sont importants et qui nous paraissent importants. C'est le statut, c'est-à-dire l'élu en tant que tel, les autorisations d'absence, les crédits heures, vous l'avez évoqué, les indemnités, la protection juridique, les questions de déontologie, etc. Ça, c'est un bloc. Et puis, il y a le 2e élément qui est, pour ma part, aussi important, c'est vraiment les conditions d'exercice, c'est-à-dire, une fois qu'on a le statut, comment on s'organise au sein des intercommunalités. Comment on s'organise pour représenter la commune en dehors, parce qu'il y a l'enjeu interne de la collectivité, mais on sait bien qu'aussi beaucoup de choses se jouent au sein de l'intercommunalité, dans les relations avec le département, avec l'État, avec les institutions. Moi, ce matin, à titre personnel, j'ai posé une journée de congé pour être là. Et il y a 15 jours, j'ai posé 4 jours de congé pour pouvoir assister au congrès. C'est ainsi, je l'assume, je ne m'en plains pas, mais il y a la vie familiale. Et donc, je l'ai dit au Congrès, quand on met en parallèle ces 2 éléments, c'est-à-dire la personnalité, l'élu en tant que tel, qu'il soit d'ailleurs maire ou conseiller municipal ou adjoint, et qu'on met en parallèle la vie de la collectivité, on est confronté à comment on gère la désorganisation. Parce que dans la vie d'un être humain, il y a le temps privé, il y a le temps de la vie professionnelle et il y a le temps de l'élu. Et ces temps sont
aujourd'hui, dans une journée de 24 heures, très compliquée, et donc on essaye d'organiser la désorganisation, c'est-à-dire comment on se répartit, et on voit bien que dans tous les constats, et l'étude qui a été faite auprès des maires le démontre bien, c'est très difficile d'organiser ces 3 temps. Et donc là où il y a un vrai enjeu, et où j'en appelle à votre intelligence collective, si je puis dire, c'est faisons éclater un peu ces tabous, on ne demande pas des privilèges. Vous l'avez bien dit, je partage ce que vous avez dit, on n'est pas là pour dire les élus seraient une catégorie de personnes privilégiées qu'il faudrait protéger, qu'il faudrait encadrer. Non, on a des responsabilités, le suffrage universel extraordinairement nous confie des responsabilités. Donnons-nous les moyens collectivement de les exercer dans les meilleures conditions possibles, en protégeant nos personnes, parce que même si c'est un choix personnel dès le départ, une fois qu'on est élu, ben, on se bat, on s'engage, on se défend, on défend nos territoires, on défend l'intérêt général. Et c'est ça qui est le plus joli. Et donc, on n'est pas là pour effectivement quémander des choses. Et donc, il faut faire voler ce bashing qui peut y avoir auprès de nos concitoyens pour justement redonner la légitimité à l'élu qu'il avait il y a quelques décennies et qui, par tout un tas de raisons, aujourd'hui a été un peu égratigné. Voilà. Merci à ce stade, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Crézel, peut-être. Vous voyez, c'est un ordre qui peut paraître étrange, mais je vous dis, voilà, je vous en prie. Il n'y a pas d'ordre alphabétique, quoi. Vous voyez là, aucune offense, mais je suis sûre que vous n'en voyez pas. Merci Madame la Présidente. Je vous en prie, Monsieur le maire. Effectivement, le sujet dont on parle aujourd'hui est très important pour l'avenir, pour notre pays, pour la République. Et donc, nous tous, je pense, à la fois on y réfléchit, et donc sur le fond. Donc c'est vrai que je préside depuis 6 ans maintenant, puisqu'il y a eu la loi engagement et proximité sur laquelle j'avais déjà travaillé. Et on a déjà obtenu un certain nombre de choses quand même, qu'il ne faut pas négliger. Mais par contre, pas le statut lui-même. On a eu des morceaux dans certains endroits qui étaient intéressants. Donc une revalorisation plus forte sur les petites communes que sur les autres. C'est ce qui était une démarche intelligente. Donc voilà. Donc à la fois on avait proposé et on a forcément adhéré du coup. Et donc je pense que tout ça c'est important. L'actualité au niveau de la MRF, c'est le question en 2023, en début d'année. Donc on a fait un questionnaire, puisqu'on a eu beaucoup de collègues qui nous ont sollicités, qui travaillent dans le privé. Dans le public, c'est un peu différent. C'est pas forcément toujours facile, mais c'est différent. Et donc, on a eu un certain nombre de collègues du privé qui nous ont fait remonter un certain nombre de questions. Donc, on a voulu prendre un peu de recul et on a fait un questionnaire. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des questions très très importantes sur le fond. Et donc, des salariés privés. Et dans l'angle d'entrée général, c'est qu'en fait, au bout du compte, si on se dit que, pour forcer le trait, personne du privé peut être maire parce qu'on lui donne aucune facilité, du coup il y a quand même une très grande partie de la population qui ne sera pas représentée au niveau des maires, et donc c'est donc une vraie question, et c'est pour ça que je commence par ça, parce que en fait dans notre dernier congrès, début octobre, on a donc validé 35 propositions, je n'irai pas dans toutes. Mais le deuxième article, il concerne le Code du travail. Parce qu'en fait, au bout du compte, il y a le contexte et comment on fait. C'est-à-dire que si, admettons que nous, on fasse notre travail, vous, le vôtre, et qu'il se passe un certain nombre de choses, et comme le collègue donc, de Vendée, là, qui m'a dit, mais de toute façon, moi, mon entreprise, elle regarde que le Code du travail. Le CGCT, elle ne sait pas ce que c'est. Donc l'article L 111, je ne sais plus combien, là, qui dit qu'on a le droit d'un temps d'absence, etc., etc. Ça ne s'applique pas pour nous. Et donc voilà, je souhaite commencer par ça, parce que du coup c'est un enjeu, alors qui est pas directement lié sur le fond, sur le fonctionnement de l'élu. Mais par contre, du coup, si on n'a pas ça, du coup tout le reste derrière est perdu. Donc voilà, je me permets d'insister devant vous sur cette question, parce que pour nous, elle est au cœur du système. Ensuite, donc, évidemment, on a un certain nombre de propositions par rapport à l'exercice du mandat. Donc il y a la question du volume d'absence. Parce que le volume d'absence, en fait, il a été fait, je pense qu'il est déjà il y a un certain temps.
sur la base disons des instances statutaires, voilà, donc les conseils municipaux, les commissions. Et donc ça veut dire qu'on ne peut aller que là. Et alors dans un village, le problème c'est que dans un village, toutes les commissions, le conseil municipal, le CCAS, enfin je sais pas vous, mais moi, tout a lieu après 18h, voire 19h. Donc ça n'est pas dans les horaires de travail. Donc ce droit, avec un certain nombre d'heures, donc quand même c'est assez important. Hein, donc c'est 35 heures, je crois, par trimestre pour une commune comme la mienne, qui est entre 500 et 1000, 650 exactement. Et donc du coup ça c'est très intéressant, mais je ne l'utilise pas en fait. Par contre, là où je l'utilise, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, dans l'introduction, c'est que, effectivement, l'enjeu pour nous maintenant, c'est le ZAN, le SCOT et un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on participe aux réunions de concertation, d'information, en ce qui me concerne aussi, donc, à la limite des interventions universitaires, pour qu'on ait un peu de recul par rapport à tout ça. Et donc tout ça, c'est pas compté dans le sujet, et ce qui fait qu'on est souvent démunis par rapport à des cabinets qui viennent intervenir dans nos collectivités, notamment dans les intercos, sur ces sujets-là, et qui donc sont problématiques. Donc il faut absolument qu'on traite cette question du volume d'absence et qu'on identifie, donc qu'on élargisse et qu'on identifie ces sujets-là. Enfin, pour l'exercice du mandat aussi, il y a la question des salariés protégés, donc en réfléchissant, en regardant un petit peu ce qui se fait à la fois dans les entreprises et par exemple sur les pompiers. Donc voilà, il faut que dans notre projet de statut d'élu, il faut qu'on intègre cette question de salariés protégés, parce que effectivement, mon collègue là, il a pris une journée de congé, moi aussi, et donc il y a un moment, nos employeurs, donc à un moment, les employeurs des maires, peuvent réagir et mal, et donc du coup, il faut absolument qu'on traite cette question-là. Et c'est vrai qu'on a mis une petite introduction, donc c'est nos articles 8 et 9 là, sur les 35 propositions. C'est à la fois informer les entreprises, qu'on fasse un petit label, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, entreprise citoyenne, que les gens, voilà, vous avez un élu parmi vous. Alors oui, c'est vrai que de temps en temps, il prend des demi-journées parce qu'il est obligé d'aller à tel endroit, mais peut-être, du coup, il sait parler en public. Voilà, il comprend comment ça marche, etc., etc. Et donc, du coup, c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans son entreprise. Après, moi, j'ai lu les gens qui trouvent que, du coup, c'est une compétition et donc ça crée de la concurrence. Mais voilà, donc ça c'est important sur l'exercice du mandat. Et bon, il y a plusieurs sujets, mais le dernier sujet dont je veux l'aborder, donc c'est la question des deux fonctions. La fonction donc de représentant de l'État et de maire, tout simplement, qui a été élu. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette question-là et qui résoudrait une partie des questions d'indemnité. Donc, nous, on avait arbitrairement posé comme quoi il serait intéressant de donner une indemnité de 500 € à tous les maires de France, quelle que soit la taille de la commune, pour cette fonction de PJ, etc. Donc, voilà. Et qui, du coup, dans les petites, permettrait donc d'alléger l'indemnité communale, et donc de régler cette question. Donc ça pourrait être intéressant. Et l'autre partie, faisant partie du mandat, donc voilà, à discuter, mais l'indemnité ayant été augmentée dans la loi engagement et proximité, donc c'est pas le cœur de nos revendications. Je voudrais aussi aborder donc la question de la reconnaissance des communes, puisqu'en fait la plupart tous les sujets, on va dire, parce que du coup je suis en train de chercher, mais j'en trouve pas, tout est basé sur le nombre d'habitants. Et nous, dans les communes rurales, le problème, c'est qu'à un moment, on a tant d'habitants, donc 200 pour lui, 600, 650 pour moi, mais de toute façon, la question, elle est la surface. C'est-à-dire que si on a des forêts domaniales, si on a tout un tas de choses sur nos communes qui nous prennent un temps fou, et ça n'a rien à voir avec le nombre d'habitants. Et voilà, je pense qu'il faut absolument qu'on traite l'espace, sachant que le tout petit angle d'entrée par rapport à l'espace, juste pour appuyer là-dessus, donc c'est la question, d'une part, kilomètre carré, c'est facile à calculer ça, et peut-être l'angle d'entrée des forêts, puisque les forêts, ça nous permet de respirer à tous les Français, enfin même tout le monde entier. Donc du coup, voilà, ça nous permettrait de faire ça. Voilà, donc bon, je m'excuse, j'ai peut-être un peu dépassé, je ne sais pas. Non, je vous en prie, ne vous excusez. Je voulais absolument évoquer ces différents sujets, le post-mandat
Oui. Juste 2 mots. Je vous en prie. Effectivement, on souhaite, on a déjà fait des petites démarches, mais je pense qu'il faut valider les acquis. Et à la fois, c'est valable pendant le mandat, mais après le mandat. Et donc, par exemple, pour un sujet d'actualité, donc dans le cadre de Village d'avenir, donc les préfectures cherchent des chefs de chefs de projet qui accompagnent. Donc tout le monde s'est rué sur les enseignants sortant des licences et master, donc sur l'administration publique. Peut-être qu'un élu qui vient de sortir, qui n'a pas été réélu pour je ne sais pas quelle raison, a acquis toutes les expériences suffisantes pour faire ça. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons, enfin, tous les collègues qui sont co-rapporteurs, nous sommes 9 sur cette mission. Nous sommes emparés de toutes les contributions qui ont été faites par vos associations, qui sont extrêmement importantes, parce que nous n'avons pas la prétention de réinventer des choses que vous présentez. On voit bien qu'il y a une cohérence et que chacun se retrouve dans les propositions. Dans celle que vous avez faite, juste un mot, dont il est souvent question, ce qu'on appelle les aménités rurales maintenant, hein, parce que c'est un terme voilà, un peu chic, et qui fait choc, donc c'est parfait. Et qu'au Sénat, on porte beaucoup cette question de la prise en compte d'autres dimensions, et pas simplement de celle des habitants, sans nier l'importance des charges qui sont liées à la taille de la population. Mais effectivement, il y a des choses à réfléchir autour de ça. Et dans les suggestions ou dans vos questions, vous verrez qu'il y a déjà des éléments qui ont été repris. Et juste un point, nous avons repris dans le premier volet pour lequel nous avons rendu nos propositions sur la revalorisation des indemnités des élus. Nous avons, dans les 8 propositions, affirmé que l'État devait reconnaître de manière sonnante et trébuchante l'indemnité, en quelque sorte, qu'il doit à un élu qui est en quelque sorte son salarié, j'ose pas dire clandestin, parce que nous ne sommes pas des salariés, mais que l'état civil, l'organisation des élections et l'urbanisme, ce sont des tâches de l'État, et que nous avons clairement indiqué ça. Monsieur le Président Jordan, très heureux que nous puissions parler aujourd'hui de cet élément majeur du bloc local qui est l'intercommunalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par me présenter. Donc, j'ai été élu en 2008, maire d'une petite commune de 1200 habitants dans le Haut-Rhin, à côté de Mulhouse. Et j'ai été ensuite président de l'agglomération de Mulhouse, en succédant à Jean-Marie Bouquel. Voilà. En 2017 et réélu en 2020. Je suis également président de l'association des maires du Haut-Rhin. On regroupe 100% des communes du Haut-Rhin, donc les 366 communes. Et je vais raconter un petit peu mon histoire parce qu'elle va illustrer un petit peu nos pensées, nos idées. Je suis arrivé en tant que maire, je ne connaissais rien. Mais alors franchement, rien. Et je me suis dit, je vais être maire parce que je veux m'investir pour l'autre. Je suis de formation comptable, mais aussi musicien. Et donc, voilà, j'aime bien m'investir pour l'autre. J'ai toujours fait ça, le monde associatif. Voilà. Et je me suis dit, je vais me sentir utile. Donc, je n'avais pas d'expérience et je suis arrivé, j'ai été élu maire de ma commune. Et ma première action, c'était de fédérer un peu tout ce qu'il y avait autour de moi, fédérer toute l'énergie positive, j'aime à le dire, et faire de telle sorte que ma population, que j'ai vraiment des acteurs en face de moi et pas des consommateurs, et donc leur donner la possibilité d'être acteurs et que la collectivité accompagne leurs initiatives. Et j'ai ainsi créé la journée citoyenne à travers l'Observatoire national d'action sociale, dont j'ai pris la présidence à la suite de Christophe Béchu. Et en fin de compte, c'était une idée toute simple. C'était juste rendre acteurs nos habitants. Et quand je suis arrivé à la mairie, la première question que j'ai posée, c'est de savoir où je pouvais faire la formation, parce que je ne savais pas comment gérer la comptabilité publique, même si j'ai fait de la comptabilité dans le privé. Je voulais savoir où est-ce que je pouvais placer mon argent pour qu'il rapporte le maximum, vous voyez. Donc des questions comme ça, et on m'a expliqué que non, ça ne se passait pas du tout comme ça. J'ai dit, je vais apprendre. Et j'ai commencé à apprendre. Et je pense qu'il faut qu'il y ait déjà au départ une connaissance du rôle du maire, de notre mission, parce qu'on va voir aussi dans ce que je vais dire, et vous le savez, que notre mission a totalement évolué ces dernières années. Donc il faut qu'on ait la connaissance, il faut qu'on donne envie aux jeunes de s'inscrire dans ce débat civique, dans cet engagement, par la connaissance du rôle du maire et de son engagement. Je pense que
Il faut revenir à des valeurs, et à cette proximité, cette réactivité, la dynamique qu'on engage, mais aussi le côté exemplaire. Quand on est élu, des fois on dit des choses, mais aussi il faut faire ce qu'on dit. Et s'il y a aujourd'hui peut-être une cassure entre le monde politique et les citoyens, c'est que peut-être on n'a pas été suffisamment exemplaire. Et donc, nous, les maires des petites communes, souvent, on est beaucoup plus exemplaires parce qu'on est en proximité d'eux. On les voit tous les temps. Comme je suis maire d'une petite commune et président d'une grande interco, je vois bien les différences. Donc, au-delà des problèmes qu'on va certainement aborder tout à l'heure, qui sont l'équilibre professionnel et familial, aussi la place des femmes, comment je peux faire en étant mère de famille pour m'engager dans un mandat politique. C'est un problème supplémentaire et je pense qu'il nous faut cette vision féminine dans la politique. Et l'après-mandat, comment je retrouve une vie, entre guillemets, normale? Est-ce que j'ai une valorisation des acquis parce que j'ai acquis des connaissances? Et pourquoi je ne peux pas en profiter après et avoir peut-être un poste qui me soit dédié ou réservé, ou que je sois accompagné, ou que mon indemnité, au moins, elle soit en décrescendo sur l'année qui vient pour me permettre de me requalifier, de faire des formations. Enfin, il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et il y a, dans l'évolution des communes, la place de l'intercommunalité. Aujourd'hui, une commune ne peut plus gérer sans intercommunalité. Donc c'est essentiellement aussi la place du maire dans la gouvernance, dans l'administration, dans le décisionnel d'une intercommunalité. Une intercommunalité, à notre sens, elle n'est pas là pour se substituer aux communes. Au contraire, elle est là pour accompagner les communes. Je compare souvent à un grand frère qui aide la commune à faire des projets, à avoir la logistique aussi. On voit bien aussi qu'on a des difficultés de recrutement des agents. L'attractivité du métier n'est plus celle qu'elle était il y a 10 ans. On n'arrive plus à embaucher, on ne trouve pas de secrétaire de mairie. Et donc là, l'intercommunalité peut mettre en place un système de mise à disposition de secrétaires de mairie, de logistique, de services juridiques, marché public, parce qu'avec la gestion de l'État, tout devient plus compliqué. Les marchés publics, pour porter un marché public dans une commune, c'est éminemment compliqué. Et on n'a plus non plus la facilité et l'aisance et l'autonomie financière qui nous permettent de le faire sans. Donc il faut toujours qu'on soit à la quête de subventions. Ça aussi, ça demande un grand travail au niveau des services et dont on n'a pas la compétence. Donc on a une réelle dépendance financière. Déjà, la taxe professionnelle, on ne l'a plus. Ensuite, la taxe d'habitation. Et on n'a plus de lien avec la population non plus. Donc il faut trouver vraiment un système de gouvernance global entre les communes, les intercommunalités qui facilitent cela. Et on sait que 85% des maires sont aussi conseillers communautaires. Ça ne va pas autrement. On a mis en place sur l'agglomération de Mulhouse une réelle gouvernance de proximité des maires et des élus locaux. Aucune décision ne se prend sans l'aval de la conférence des maires. Et aussi, chaque fois qu'on a un projet important, on a des ateliers projets où participent tous les élus municipaux. Donc au début, on m'avait dit que ça ne fonctionnerait jamais parce qu'il y aurait beaucoup trop de monde, parce qu'on a 904 élus municipaux sur l'agglomération, mais pas du tout. Parce que quand vous leur donnez la possibilité de travailler, il faut l'assiduité, il faut venir aux réunions. Donc, et là, vous avez moins de monde. Mais au moins, l'élu municipal se sent concerné par la problématique et par les compétences de l'intercommunalité. C'est comme un transfert de compétences. Un transfert de compétences, c'est pas pour faire à la place d'eux, c'est pour faire avec. Et on associe toujours un transfert de compétences d'une charte. Et cette charte, elle dit que, en fin de compte, l'agglomération va porter la compétence. Mais s'il y a une distorsion de point de vue entre la commune et l'agglomération, c'est le conseil municipal qui reste souverain. Voilà, donc c'est courageux, mais ça demande aussi la confiance qui est là. Et la confiance, c'est essentiel. Et cette confiance, il nous la faut aussi des services de l'État, qui ne sont pas dans un rôle de facilitateur, mais souvent dans un rôle de complexité. On n'a pas la considération qu'on mérite dans nos postes, parce que autant on peut bien travailler avec les préfets et les sous-préfets, autant avec les services, c'est quand même éminemment compliqué. Et j'ai rarement rencontré un maire qui me dit les services de l'État, ils m'ont vraiment arrangé. Là, depuis que je les ai vus, ça va beaucoup mieux. Ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, donc j'ai
J'ai naturellement sollicité l'ensemble des maires pour avoir un peu leur avis, et on en parlera sûrement tout à l'heure, sur les différentes problématiques que nous avons. L'indemnité, quelle est l'indemnité juste d'un maire? Est-ce qu'on en parlait tout à l'heure? Est-ce que c'est en fonction de la population, de la superficie, du budget, des services que j'ai? Comment est-ce qu'on la calcule? Comment encourager les jeunes pour qu'ils aient envie de venir dans cette fonction-là, parce qu'on a besoin de cette jeunesse, les étudiants, comment est-ce qu'on va faire, comment on peut les intéresser, mais juste parce qu'il faut que nous, on soit aussi fiers de ce qu'on porte au niveau de la citoyenneté et les difficultés au quotidien qu'on connaît tous et toutes, et vraiment insister sur l'évolution de la fonction du maire à travers le transfert de compétences et toutes les lois qui sont toujours descendantes, qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Et une bonne loi est une loi qui puisse s'adapter en proximité. Et je dis toujours que les bonnes idées, elles viennent du terrain, et c'est ensuite qu'il faut les construire ensemble. Donc on est fervent de la co-construction et pas de nous imposer des choses qui souvent manquent réellement de bon sens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a plusieurs demandes de parole. Alors d'abord, nos collègues rapporteurs, Nadine Bellero, Guylaine Pantel et notre collègue Cédric Chevalier. Et quelques-uns d'entre nous avaient souhaité prendre la parole tout à l'heure et on n'a pas pu le faire, donc n'hésitez pas à vous manifester. Juste un mot, vous remercier tous les trois parce que nous sommes à la fois un peu dans la technique, c'est-à-dire on va parler revalorisation, formation, etc. Très bien. Mais que les uns et les autres, vous avez beaucoup insisté sur le sens des choses. C'est-à-dire, et c'est la démarche du Sénat, nous ne sommes pas dans le volet technique d'un statut. Nous sommes d'abord sur l'affirmation que notre pays n'a pas d'avenir si les territoires n'en ont pas et s'il n'y a pas d'élus. Et que les élus sont des citoyens et que, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, et les autres aussi, c'est que nous croyons que dans ce pays, depuis la Révolution, la création de la commune, il y a quelque chose de formidable. À l'heure où on parle de la démocratie participative, il n'y a pas plus participatif que l'engagement d'un citoyen qui peut devenir le maire de sa commune. Et ça a une valeur extrêmement précieuse et qu'aujourd'hui, il faut sauver. Je le dis très calmement et paisiblement, mais il faut veiller à ça. Et que vous évoquez un élément qui est extrêmement important à prendre, c'est-à-dire vous évoquez que la relation avec les services de l'État, tout ça c'est très important pour faciliter le mandat. Donc nous n'aurons pas de propositions très concrètes là-dessus, mais c'est un écosystème. Et nous avons au Sénat travaillé sur la déconcentration, c'est-à-dire la proximité des services de l'État. Cette idée de décentralisation qui n'est pas ici à Paris, quelqu'un dit « Ah, ça va être très bien, on va donner ça au département ». Non, non, c'est-à-dire on part des demandes et des besoins des territoires pour construire. C'est-à-dire comment nous faisons des lois des possibles et non pas des lois d'obligation ou des lois d'interdiction. Donc, tout est dans tout. Et vous évoquez un point, les collègues y reviendront sûrement, qui est extrêmement important, c'est celui de l'intercommunalité. Et qu'aujourd'hui, vous le savez, nous partageons tous le fait qu'il y a beaucoup de communes qui seraient en grosse difficulté s'il n'y a pas d'intercommunalité et qu'il n'y a pas de sentiment d'intercommunalité, de rejet de l'intercommunalité à avoir. On est loin de ça. Et qu'en même temps, si je puis dire, on voit aujourd'hui des difficultés apparaître dans les conseils municipaux en raison, je ne dis pas à cause, mais de l'intercommunalité qui parfois a été forcée dans son périmètre, parfois a pris des compétences qu'on devrait pouvoir traiter un peu en subsidiarité et qu'on a une vraie difficulté pour les maires dans des intercos où le maire est le seul représentant de la commune et que le maire se sent parfois écrasé quand l'interco est grande et que le maire a ceci de terrible, c'est qu'il est la victime expiatoire, parce que quand il revient dans son conseil municipal et qu'il doit expliquer que la décision a été prise, mais que lui, il est tout seul parmi 140, et que moi, je suis très sensible à ce que vous dites sur la manière dont on doit avoir un affectio societatis, et en tout cas être dans cette relation positive d'un principe de subsidiarité. Mes chers collègues... Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, messieurs, de vos témoignages. Juste nous dire si vous identifiez des difficultés
puisque vous n'en avez pas parlé, mais c'est un sujet qui nous est revenu. Est-ce que vous identifiez, est-ce que d'abord, vous pensez que c'est assez connu, et je pense souvent aux petites communes, aux communes de peu d'habitants, les difficultés concernant le conflit d'intérêts et le fameux déport lorsque des décisions doivent être prises. Parce qu'il nous revient que c'est quelque chose de pas forcément très très bien connu et pas très bien appréhendé, sachant que tout ça n'est pas d'ailleurs très bien défini. Merci Madame la C'est qu'il a- Présidente et merci pour vos témoignages ô combien importants. Et puis on se retrouve et dans toutes les auditions que nous avons faites, on retrouve énormément de vos propos. Moi, je voulais vous parler, alors par rapport à vous, monsieur de l'AMRF, le représentant de l'AMRF, par rapport, voilà, je ne voyais pas votre nom, excusez-moi, la reconnaissance de l'élu, même dans l'entreprise, ne faudrait-il pas qu'il y ait une charte passée avec l'employeur ou pour avoir, comment dirais-je, la même reconnaissance que ce qu'un pompier dans une entreprise, quoi, parce que l'élu n'est pas du tout au contraire, il dérange bien souvent une entreprise privée ou publique, que quand on a un pompier, ne serait-ce qu'un délégué syndical, il a absolument toute manœuvre, enfin, comment dirais-je, toute liberté possible, que les élus, non, on est toujours avec un regard différent. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire une charte ou, je ne sais pas, ou un engagement quelconque par rapport à son employeur public ou privé de petite entreprise, c'est encore plus difficile, mais dans les grandes entreprises publiques, c'est pas mieux, quoi, la plupart du temps. Donc voilà, merci. Merci Guylaine. Donc Gérard Lahellec, rapporteur breton. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs, merci pour vos contributions, vos éclairages, vos indicateurs de connaissances. Donc je suis sénateur des Côtes-d'Armor et co-rapporteur donc de la mission que j'ai qualifiée, passez-moi le propos, permettez-moi, comment être après avoir été. Autrement dit, que devenons-nous quand nous ne sommes plus élus? Mission compliquée que j'ai eu à vivre un peu, je vous fais grâce de ma modeste expérience, mais à la lumière de cette expérience, je me suis dit que nous savions en France être prescriptifs quand il s'agit de nous imposer des normes, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de conforter ce qu'on appelle un statut ou une situation. Donc voilà, dans cet univers, j'ai besoin de quelques éclairages, parce que parmi la diversité des élus, nous avons tous besoin de quelque chose, c'est l'objet de ces trois rapports. Nous sommes très divers, nous n'avons pas besoin de la même chose, et nous avons aussi des élus qui ne demandent rien. Et ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Donc on est confronté à cette complexité. À ça s'ajoute aussi la complexité juridique. Vous en avez parlé un peu, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Et il me semble que nous avons besoin d'un accompagnement des élus lorsque, pour des raisons diverses, ils ne le sont plus. Et quand je dis l'accompagnement, c'est au sens large, au sens juridique, bien sûr, au sens social, au sens de la protection aussi. Vous savez, les conflits d'intérêts, on avait un témoignage tout à l'heure, on peut être exposé à des précarités juridiques pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté. Et alors je me pose la question de l'instance qui serait la mieux placée pour organiser ou pour proposer cet accompagnement. Voilà, je me pose cette question-là à l'heure où je vous parle, et du coup, je considère que vos éclairages nous seront grandement utiles. Merci. Merci beaucoup Gérard, chers collègues. Messieurs, qui veut répondre d'abord? Je vous en prie, allez-y, monsieur le maire. Alors, Et comme vous l'êtes tous... pour répondre donc de façon pragmatique sur le conflit d'intérêts, effectivement, on a mis en place dans beaucoup de territoires le référent déontologue. Et donc, c'est un élément qui est fort important puisque
dans la plupart des départements. En tout cas, les communes avaient l'obligation, à la fin du mois de juin de cette année, donc, de mettre en place un référent déontologue. Et donc, nous, dans l'Hérault, on l'a fait à l'échelon départemental. On a désigné 3 personnes escalitées. Bon, il n'y a pas pléthore non plus de saisines. Donc ça renvoie à un autre débat sur ce sujet-là, mais il y a effectivement aujourd'hui un dispositif qui permet aux élus d'avoir une réponse au-delà de l'avocat conseil, parce que souvent l'avocat il raisonnait sur l'aspect risque de contentieux, voilà, et pas nécessairement sur le fond et les valeurs qui fait qu'à un moment donné, est-ce que le petit-fils il peut rentrer à la mairie pour faire un stage, est-ce que ma femme qui travaille dans une entreprise qui a soumissionné au marché public, etc. Et vous avez bien vu que les juges, en matière de contentieux, n'ont pas fait de cadeau, puisque des maires ont été condamnés au motif qu'ils n'étaient pas sortis de la salle du Conseil, même n'ayant pas participé au vote, avec des situations assez... voilà, donc ça c'est le premier élément, référent déontologue, mais je renvoie aussi à la formation, qui est un élément qui est essentiel au début du mandat et pendant le mandat, parce que on a parlé lors du congrès de la simplification du DIF et du fait que le DIF n'était pas du tout ou très peu utilisé. Et j'ai cité un exemple dans l'Hérault, il y a 40 ans, on a créé un syndicat mixte avec le département et les communes et les intercos qui fait de la formation. On forme plus de 1500 élus par an sur l'ensemble des pouvoirs régaliens en s'appuyant bien sûr sur des experts. C'est de la formation action, c'est très simple, les gens ils cotisent au syndicat et gratuitement on leur rend plus de 50 demi-journées de formation par an. Et donc j'avais invité les membres de l'atelier à venir, s'ils le souhaitaient, expertiser ça. Et donc ces questions de déontologie et de risque de conflit d'intérêts peuvent être traitées aussi sur l'aspect de la formation. Entreprise, cumul, charte, effectivement, à un moment donné, on a beaucoup de cas. J'ai en mémoire un maire qui travaillait dans une entreprise de travaux publics, qui était manutentionnaire, et il se retrouve maire, et donc il gère des marchés publics, il refait tout son village, la voirie, la VRD, et il se retrouve en conflit avec son patron, parce qu'effectivement, il lui dit, mais toi, t'es maire, tu conduis, tu te tais, c'est pas parce que tu es à la mairie que tu sais mieux que quiconque organiser et préparer les chantiers, alors qu'il avait une expertise tout à fait considérable qu'il avait acquise dans ses missions au quotidien. Et donc, effectivement, là, il y a vraiment un sujet d'articulation. Et puis, sur les instances d'accompagnement, je pense que les associations d'élus, dans l'accompagnement ont un rôle. Il existe des instances comme les centres de gestion ou les CNFPT, par exemple, qui peuvent peut-être avoir des missions d'accompagnement. Parfois, c'est le centre hospitalier régional qui devrait effectivement se préoccuper, parce que l'accompagnement psychologique d'élus qui se retrouvent dans des situations de détresse et de tension extrême pendant le mandat, mais aussi après le mandat. On n'est pas là pour témoigner de la vie personnelle, mais moi j'ai été confronté à ça. On se retrouve au pied d'un mur et on est seul au pied d'un mur avec sa famille et ses amis, et donc parfois se faire aussi accompagner médicalement et psychologiquement, c'est aussi des éléments qui me paraissent importants. Et puis dernier élément, c'est la question du pouvoir réglementaire. On est dans un pays, effectivement, où malgré les lois qui sont votées, on sait bien que derrière, les décrets, les circulaires et les arrêtés préfectoraux ne sont pas tout à fait toujours dans l'esprit de ce que le législateur a voulu mettre dans la loi. Et donc là, il y a vraiment un sujet qui renvoie à la question de la crédibilité, de la légitimité du pouvoir de l'élu. Comment on peut contester une délibération qui est prise par une instance qui a été démocratiquement élue, au motif qu'il y a un petit point, une virgule, dans une circulaire que personne n'a vue et qu'un fonctionnaire de Bercy ou d'ailleurs a prise, et qui va s'appliquer. Parce que le principe de précaution d'il y a une vingtaine d'années a malheureusement fait qu'on est confronté à des administrations qui cherchent plutôt à ne pas faire qu'à laisser le pouvoir de l'élu à essayer de faire. Et donc, ça renvoie effectivement à cette légitimité qu'on doit pouvoir avoir et au poids qu'a pris aujourd'hui le pouvoir réglementaire dans l'action publique. Deux évocations. Guylaine Pantel parlait du sapeur-pompier volontaire. Nous avons au Sénat, enfin au Parlement de manière générale, adopté des dispositions spécifiques
en bonification de retraite, par exemple pour les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi la reconnaissance de l'engagement civique de l'entreprise qui accueille des sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est une interrogation que nous avons. Et puis juste un mot, alors ce n'est pas la complainte du parlementaire, mais je suis très heureuse que les maires eux-mêmes disent qu'il arrive que l'administration contrarie le législateur et l'esprit, parce qu'il arrive même que l'on voit des décrets d'application sortir que nous-mêmes nous ne comprenons pas, parce que nous nous disons mais on n'a jamais voté ça. Et que nous avons fait des propositions dans un groupe de réflexion conduit par le président Larcher et dans le rapport sur la meilleure fabrique de la loi, où nous suggérons que les rapporteurs, c'est-à-dire les sénateurs ou les députés qui ont porté le texte au nom du Sénat, soient associés à la rédaction des décrets d'application pour qu'on explique bien à l'administration ce que nous avons décidé que l'administration est censée appliquer. Or, parfois, les rôles se confondent. Je ne sais pas si l'un de vous, cher oui. Merci Madame la Présidente. Oui, peut-être en introduction, pour rebondir sur ce que vous avez indiqué tout à l'heure sur la citoyenneté et donc le rôle des élus. Et c'est vrai que, je ne sais pas mes collègues, mais on est quand même agacés, pour le moins, par rapport au fait que si on est élu, on se fait agresser. Oui, beaucoup d'élus se font agresser, donc c'est important, c'est grave, et il faut accompagner, il faut que les associations d'élus quand même accompagnent. Donc voilà, tout ça c'est grave. Mais par contre, il faut aussi donner l'autre volet. Et l'autre volet, il est manquant. Alors donc on essaie chacun de faire de nos sujets. Donc par exemple, nous, sur une période de 15 jours, là, et qu'on renouvellera en début d'année, donc on fait des petites séquences de 2 minutes. On demande à la maire pourquoi tu es maire et qu'est-ce que tu retrouves. Voilà. Je vais simplement faire ce petit sujet-là. Il faut travailler sur les deux sujets. Pour la question du conflit d'intérêts, donc effectivement, c'est assez bien connu. Donc comme le collègue en a parlé, moi, avec les collègues mais de proximité sur l'intercommunalité où je suis, en échangeant, c'est surtout le deuxième niveau. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, la plupart des maires ont quand même bien compris ce qu'il ne fallait pas faire. Mais par contre, et ça m'est arrivé moi aussi dans mon conseil, les conseillers, les habitants, ils ne comprennent pas. Et donc on prend des volets de bois vert parce qu'on n'a pas pris l'entreprise de la commune, parce qu'on a respecté la loi. Et donc, on est du coup extrêmement isolé en tant que maire. Parce que nous, en tant que maire, on applique la loi, mais les autres gens du conseil, donc eux, tout ça, voilà, ça leur passe au-dessus. Et voilà. Donc le conflit d'intérêts, pour moi, il est plus en termes de pression dans nos petites communes, et surtout qu'on a un lien direct, c'est des petites entreprises. Donc on y a un lien direct, on a toujours quelqu'un de la famille ou de proche qui est dans le conseil. Donc voilà, donc c'est quand même ça extrêmement dur à gérer. Plus que le fait de ne pas savoir où est la limite, etc. Je pense que la plupart des maires font quand même attention. Sur la question de la relation aux entreprises, donc oui, effectivement, qu'on l'appelle entreprise citoyenne comme nous ou une charte d'employeur, c'est effectivement la même idée. Je pense que c'est très très important. Et mais là aussi, pour un peu sacraliser, c'est peut-être un terme un peu fort, mais je pense qu'en début de mandat, le fait, par exemple, d'instituer le maire, de le mettre, c'est-à-dire que, alors bon, après, je ne sais pas si le préfet, il aura temps en Haute-Marne de rencontrer les 425 maires, mais je ne sais pas quelle est la formule, mais voilà, qu'en début de mandat, on institutionnalise ça. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises, parce qu'il y a des collègues quand même, qui n'osent pas dire à leur entreprise qu'ils sont élus. Voilà, il y a quand même des gens qui, quand c'est des entreprises un peu avec des succursales un peu grandes, etc., il y a des entreprises qui ne savent pas qu'ils ont des élus dans leurs effectifs. Donc voilà, donc je pense qu'il faut avancer, on peut que s'améliorer sur cette question-là. Et je pense que là aussi, ça participe disons, au mandat aux possibilités de 2026. Donc oui, peut-être pour qu'on... D'un des petits points, oui. Oui, c'est par rapport à ce que vous indiquez sur les questions du mandat. Donc, par rapport à la complexité, moi, je voudrais insister sur la question de la santé
On a lancé un travail là-dessus par rapport à la santé, tout simplement, comment on résiste à la pression et des maires. Et donc, voilà que par rapport à ce que vous avez indiqué sur le comment, le après, etc., ça agit sur le mental des élus, et donc c'est très très important. Moi, j'y reviendrai après peut-être. Merci beaucoup. Sur le volet psychologique, il en a été question tout à l'heure. Je pense qu'il était tradition que les maires soient formés aux finances, à l'urbanisme, enfin voilà, et que je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le GIGN d'ailleurs a mis en place avec les associations de maires des formations à la gestion de crise. Mais je pense que l'accompagnement psychologique est extrêmement important. On parle beaucoup des situations d'agression, mais pour ceux d'entre nous qui ont été maires, il nous arrivait à tous, hélas, de devoir aller annoncer un décès, de gérer une situation très difficile. Et moi, je me souviens quand j'étais présidente de l'association des maires de mon département, comment notamment une femme mère avait été profondément, enfin vous voyez, choquée, une sorte de traumatisme. Et on avait organisé avec des médecins, des psychologues, des psychiatres, au niveau de l'association des maires, une formation et un accompagnement pour donner quelques clés, essayer de survivre ça, parce que c'est une pression qui est très forte. Monsieur le Président. Et ensuite, notre collègue Cédric Chevalier, que je n'ai pas oublié. Alors, je vais regrouper un peu le tout. Je veux dire, en règle générale, il faut qu'on fasse plus confiance aux maires. On a vu que pendant la crise sanitaire, que les maires étaient en capacité de faire. C'est-à-dire, c'est pas quand c'est décidé, quand c'est centralisé et vertical que c'est efficace. C'est quand on est sur le terrain que c'est efficace, parce qu'on est dans la proximité. Et on a ce bon sens qui nous permet de faire. Donc, laissez-nous faire, donnez-nous les moyens de gérer. On a les responsabilités, mais donnez-nous aussi les moyens. Donc, en ce qui concerne la formation, on a quand même mis en place aujourd'hui un système très complexe de l'identité numérique qui nous décourage, pour ceux qui avaient encore envie de faire une formation, de la faire. C'est juste pas possible. Parce que le temps qu'on s'inscrive, c'est juste pas gérable. Et donc l'allocation est de 400 euros par an. Hein. Et donc en fin de compte, qui est versé à la caisse de dépôt et de consignation. Si on en utilise moins, il y en a qui l'utilisent à notre place. C'est pas mal aussi pour eux, mais peut-être moins bien pour nous. Donc il faut qu'on revienne à quelque chose de simple. Encourager les gens à se former, je pense que c'est important. Donner une visibilité de ce que c'est que cette fonction de maire avant, pour que les gens qui se présentent aient envie de se présenter en disant ben voilà ce que vous serez amené à faire quand vous serez maire, présentez-vous aux élections, vous avez la possibilité de faire, et qu'après qu'on ait une sortie qui accompagne les maires pour leur trouver peut-être des postes, parce qu'ils ont acquis des compétences. Et ces compétences, on ne peut pas les perdre parce que c'est l'expérience qui est importante. Ah, excusez-moi, je veux rebondir parce qu'on a une idée, comme vous parlez de la formation, l'idée d'inscrire une journée par mois d'absence pour les maires, d'accord, et qui voilà, serait remboursée en fait par l'État à l'employeur. Oui, Est-ce que cette idée... De toute manière, à la fin, c'est toujours une question d'argent, parce que même quand on dit que... Je ne suis pas sûr que l'État soit d'accord. Ah ben, voilà, il faut aussi que quand on dit qu'il faut revaloriser les indemnités, que quand les entreprises doivent être reconnues, elles doivent être citoyennes, mais aussi il faut que quelqu'un prenne en charge. On voit bien chez les sapeurs-pompiers, moi j'ai mis ces doubles engagements en place dans ma commune, ben, c'est l'entreprise en fin de compte qui fait l'effort. Et personne ne le fait à la place de l'entreprise. Donc, quelque part, souvent, on ne veut pas dire qu'on est élu parce qu'on a peur qu'après, on ne sera pas embauché parce qu'on sera très souvent absent. Donc, c'est plutôt ça. Donc, au niveau du conflit d'intérêts, c'est un réel problème au niveau de la présentation des délibérations. Si j'ai maintenant une délibération sur une subvention attribuée à un musée ou à un équipement, si je suis élu en charge d'eux, je n'ai plus le droit parce que je fais partie du conseil d'administration de ce musée. Donc, ce n'est pas moi qui présente la délib, c'est quelqu'un qui y connaît rien, ou alors on laisse l'administration gérer, et donc du coup on ne fera plus rien du tout. Et l'élu, je lui dis, écoute, c'est sympa, mais tu ne peux pas trop en parler, malgré tout ce que tu as fait. Non, ce n'est pas respectueux du travail qui est fourni. Donc c'est un système qui ne va pas. Donc on essaye un peu de filouter un peu, on fait des trucs, on le fait, voilà, donc il quitte la salle après, mais voilà, il aurait dû partir avant, il n'aurait pas dû écouter, enfin, voilà, ça ne tient pas debout. Voilà, donc là-dessus, sur la formation, j'en ai parlé. Les VAE pour la sortie, voilà, je pense que c'est vraiment... Et pour la crise de vocation, je pense que ça fait aussi partie de tout cela, cette possibilité de faire et de valoriser quelqu'un dans l'action qu'il porte.
Juste, vous avez parlé tout à l'heure de comment est-ce que faire en sorte que les femmes s'investissent un peu plus. Voilà, ça c'est aussi un vrai sujet parce qu'il y a un pourcentage très très faible encore. Merci Madame la Présidente, donc merci aux différents intervenants. Moi, je viens pour l'amont et pour l'après. En fait, sur l'amont, on revient sur l'histoire de la formation, mais à entendre, et d'ailleurs ceux qui vous ont précédé, il n'y a pas forcément une appréhension réelle de ce que peut être élu, au sens conseiller municipal, maire, adjoint, etc. Et je fais un parallèle, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, ceux qui ont une certaine taille, qui ont un CSE, la loi permet à des salariés de prendre des congés payés d'ailleurs par l'entreprise pour pouvoir se former, pour savoir s'ils peuvent se présenter au CSE. C'est-à-dire qu'en amont, pas d'être élu, mais en amont, ils peuvent le faire. Donc je m'interroge sur le fait qu'à un moment donné, cette disposition qui permettrait de dire à n'importe qui de prendre une journée ou deux, et pas plus, parce que là on peut être beaucoup plus élevé, payé par l'entreprise, permettrait de faire cette première formation, ce premier levier pour pouvoir appréhender ce qu'est la fonction d'élu. Je le dis d'autant plus parce que, bon, je suis chef d'entreprise, etc., mais il faut à un moment donné aussi arrêter, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ou autres vous disent aux élus, vous êtes hors sol, vous êtes déconnectés, vous ne connaissez pas ce qu'est le monde de l'entreprise. Oui, d'accord, mais si vous ne favorisez pas le fait que des salariés, des chefs d'entreprise puissent s'engager dans la vie publique, vous allez avoir cette déconnexion. Donc à un moment donné, il y a un élément d'effort à faire, partager. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la question sur finalement, est-ce que cette... D'ailleurs, quand vous réfléchissez bien, je trouve que j'ai jamais trouvé de formation à devenir élu. Je sais pas, vous avez des formations quand vous l'êtes, mais pas avant. Bon, donc c'est le premier point. Et la sortie, je trouve que finalement de s'être engagé pour la collectivité, pour le bien commun, finalement ça doit être valorisé parce qu'effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, il y avait la prise de parole en public, la gestion comptable, la capacité à mener à manager une équipe, et donc ça c'est des vraies compétences qui ne s'acquièrent pas comme ça au travers d'un diplôme. Moi la problématique c'est que la VAE, je vous invite à ceux qui en ont fait une, enfin je pense qu'on va partager, c'est une usine à gaz. C'est une vraie usine à gaz parce que ça ne correspond pas forcément, donc voilà, ça c'est le premier point. Et deux, le financement de cette VAE. Le sujet c'est que quand vous êtes sorti, vous ne rentrez plus dans le scope des financements obligatoires des collectivités de formation. Donc, à un moment donné, vous dites, j'ai donné, et puis en sortant, je veux traduire mon expérience. Non seulement c'est une usine à gaz, mais en plus, financièrement, c'est pour ma pomme. Donc, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi à ce que, vous savez, dans certaines entreprises, on provisionne pour les retraités, etc., que dans la ligne budgétaire formation, on provisionne aussi quelque part l'accompagnement de celle. Enfin, c'est une idée, mais en tout cas, on n'arrivera pas à un moment donné à valoriser ce travail si concrètement on dit qu'est-ce qu'un élu et toutes les compétences qui va avec, mais aussi derrière cette traduction universitaire et cet accompagnement financier. Dans les DIF, aujourd'hui, vous pouvez devenir boucher, fleuriste, ce que vous voulez. Mais ça, non, mais c'est une réalité, mais pas être élu. Voilà. Donc c'était ma remarque par rapport à ça. Un mot sur la prise illégale d'intérêt, qui est un vrai sujet, parce que je le disais tout à l'heure, un jour un conseil municipal ne pourra même plus voter la taxe d'habitation, enfin elle n'existe plus, donc on pourra même supprimer, mais le foncier, parce que lui-même est propriétaire, ça devient UBS. Puisqu'il y avait de la prise illégale d'intérêt de public à public, comme ce que vous évoquiez. Donc ici, au Sénat, on a porté 2 dispositions qui améliorent un peu, l'une dans 3DS et la deuxième dans la loi justice, parce qu'il y avait nécessité de faire bouger la loi. Mais on a encore un certain nombre de difficultés, et ça c'est un vrai sujet, même si, vous l'avez dit, nous avions souhaité la création... un accès à un déontologue, et vous en parliez très bien, qui doit permettre aux élus de pouvoir être un peu sécurisés quand ils font des choses. Même si vous parlez beaucoup
de l'empêchement de faire des élus. Vous avez raison, mais je pense qu'il y a à la fois de la norme, du décret d'application un peu tordu par rapport à l'esprit du législateur, mais on a un problème de société avec la judiciarisation et donc la recherche de responsabilité, ce qui fait qu'une administration, alors pour siéger au Conseil national d'évaluation des normes, moi je suis assez fascinée, c'est-à-dire l'administration prend des tas de dispositions pour que rien n'arrive. Donc en soi, c'est rien de contrariant. Mais au final, rien n'arrive du tout, c'est-à-dire y compris l'action qu'on est censé faire, parce qu'on a essayé de surprotéger de sécurité. Donc il faut aussi faire passer des messages auprès de nos concitoyens, en disant nos concitoyens qui attendent beaucoup et qui voudraient pouvoir avoir satisfaction de tous leurs besoins personnels, c'est-à-dire en gros rentrer à l'école à l'heure où ça les arrange pour chercher leurs enfants le soir, et en même temps ils veulent de la sécurité, donc le maire il doit fermer les écoles. On a aussi ce sujet totalement difficile. Sur la formation, un petit mot, dans 3DS, on a, on va dire, un peu nettoyé le dispositif de formation qui comportait beaucoup d'abus, puisque la formation était ouverte aux élus, mais on avait des choses qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires, on va le dire comme ça pour être politiquement correct, et surtout très excessifs. Donc l'idée a été, parce qu'on dépensait beaucoup d'argent pour très peu d'élus et sur des formations parfois très créatives. Donc on a essayé de, comment dire, de rendre le marché un peu plus sain, mais qu'en même temps, on a inventé un dispositif de procédure d'accès qui est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, l'autre jour, dans une commune, un élu me disait, moi, ça m'a pris 3 jours, tu comprends, il me fallait en plus mon identité numérique, il fallait que j'aille à la poste, donc moi, c'est terminé, je ne le fais plus. Et seul l'élu peut le faire. Enfin, c'est un truc de fou. Et que on a... Moi, j'ai écrit à la Caisse des dépôts et conciliation, qui est l'opérateur, qui m'a expliqué que tout allait bien. Bon, très bien. On a alerté la DGCL qui m'a dit que non, sans doute que ma question était un peu fondée. Et moi, je souhaite vraiment qu'on puisse, au sein de la délégation, à un moment, faire une évaluation du nouveau dispositif de formation qui a été mis en place pour faciliter l'accès. C'était juste les 2 points un peu techniques que je voulais dire. Je vous en prie. Je pouvais juste rajouter un mot sur les entreprises. Je pense qu'il faut vraiment considérer l'entreprise qui fera le pas. Il faut la labelliser, une entreprise citoyenne. Il faut officialiser la chose pour que l'entreprise aussi existe et du coup est valorisée par son action. Et du coup, ça lui fera aussi du bien. Elle se sentira considérée comme les élus qui font une action. Donc je pense que ça, c'est important. Et pour la présentation du rôle du maire, qu'il y ait une petite formation, qui est faite pour tous ceux qui veulent être candidats, pour l'expliquer ce qu'ils vont être amenés à faire, et ça leur donnera encore plus envie de le faire. Donc ça, je pense que c'est important. Et ensuite, au niveau du citoyen, je pense qu'il y a quelque chose qui est important quand on parle de considération. Je pense qu'on devrait rendre obligatoire l'inscription dans les mairies quand vous habitez dans une commune. Je veux dire, il est inconcevable pour un maire d'accepter que quelqu'un vienne habiter dans sa commune. On n'a plus de lien de fiscalité s'il est propriétaire, on sait rien du tout de ce qu'il fait, et il vient juste pour se plaindre à la commune, et ça devrait être l'inverse. Donc je pense qu'il y a le droit et les devoirs, et on inverse souvent les choses. Sur la question du conflit d'intérêts de la déontologie, vous avez raison. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les référents déontologues donc de notre département, et en fait, ils s'appuient sur le premier élément qui est la charte de l'élu. Et la charte de l'élu, elle a le mérite d'exister. Donc, loin de moi l'idée d'apporter la moindre critique, mais entre la charte de l'élu et l'exercice au quotidien de la fonction d'élu, il y a un espace assez vaste qui peut même devenir immense. Et donc, du coup, il y a effectivement un équilibre à trouver pour éviter de tomber dans la question de la juridisation. Parce que pourquoi ? En fait, le déontologue, une fois qu'il a analysé la charte de l'élu, la situation, etc., il va regarder la jurisprudence des tribunaux. Il va regarder
les contentieux qui se sont déroulés sur des situations, etc. Et puis après, il va trouver un équilibre par sa personnalité en essayant de conseiller. Il émet un avis auprès de l'élu qui après fera la part des choses. Donc il y a vraiment un travail assez précis à mener, effectivement, pour identifier un certain nombre de situations, parce qu'aujourd'hui, tout est contentieux. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, et donc, effectivement, il ne faut pas que ça devienne un frein à l'action publique. Et moi, j'étais assez inquiet quand on a mis en place les référents déontologues sur le fait qu'effectivement, il y a suffisamment de choses pour foutre la trouille, avec en plus ayant rajouté celle-là qui fait qu'à un moment donné, vous allez toujours regarder derrière vous pour essayer de vous dire est-ce que j'y suis pas. Et donc à un moment donné, il y a la légitimité du statut de l'élu, de son conseil municipal, de la manière dont il organise les décisions et de sa légitimité effectivement à agir dans l'intérêt général. Il ne faut pas oublier qu'on agit dans l'intérêt général. Et quand on fait des enquêtes publiques, on les fait pour l'utilité publique. Et quand on prend une délibération, on le fait dans le cadre de la loi pour l'intérêt général, etc. Donc il faut revenir à des fondamentaux. Et je pense que peut-être ça nous éclairerait assez sur effectivement une forme de périmètre dans lequel on pourrait ou pas agir. Sur la question effectivement de l'accompagnement par rapport à l'emploi, le secteur privé-public, dans notre groupe de travail, et on pensait à l'AMF que ce serait intéressant aussi de travailler avec les syndicats professionnels, les chambres, l'interconsulaire en fait, pour effectivement au plus haut niveau, regarder effectivement comment avec leur accompagnement, il n'est pas question de déséquilibrer des salariés. J'ai souvenir d'un chef d'entreprise qui me dit mais tu comprends, sur un échafaudage, c'est pas parce que le type il est maire qu'il va pas faire du ciment et donc il a le droit de faire du ciment. Je dis mais c'est pas du tout le sujet. Au contraire, même d'ailleurs, c'est le premier qui devra le faire pour montrer l'exemple de ce qu'il fait dans toute la commune. Et si on regarde la situation, je pense que c'est le premier qui le fait. Voilà, c'est une petite anecdote, mais je pense qu'il faudrait mener un travail effectivement avec et puis pourquoi pas également, c'est une piste qui avait été évoquée avec Pôle emploi, dans le cadre effectivement de l'accompagnement, à la fois pendant ou après, parce que effectivement, il existe des conseillers Pôle emploi pour le RSA, il existe des conseillers Pôle emploi pour tel type de catégorie, etc. Mais je ne dis pas qu'il faut créer un chargé de mission Pôle emploi élu, mais quelque part, c'est quand même des particularités. Et du coup, ça renvoie à la question, je partage assez ce qui a été dit par monsieur le sénateur sur le rendu de la VAE. D'abord, c'est une démarche qui est lourde et qui est longue, qu'on n'a pas toujours le temps de le faire. Quand on se présente, ce n'est pas pour être battu aux élections d'après, donc on n'est pas nécessairement dans cette réflexion, et plutôt dans la défense de notre quotidien. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur des examens professionnels ou des validations d'acquis, mais beaucoup plus simples qu'une démarche de VAE qui partirait peut-être sur une volonté de l'élu à s'engager dans telle chose et telle chose, parce que c'est pluricompétence, un mandat d'élu, et donc en fait, c'est pas parce qu'on est élu qu'on est polytechnicien, si je caricature un tout petit peu, mais pour autant, il y a des élus qui sont plutôt penchés sur tel type de domaine, sur tel autre, etc., et qui, voilà, pendant le début de leur mandat, pourraient effectivement réfléchir, mais il faut être accompagné. C'est pas le DGS, c'est pas le directeur des services de la Comcom, etc. Je crois que c'est vraiment un travail qui est spécifique. Et puis, enfin, il y a quand même un élément qui est sous-jacent aussi, c'est que sur nos frontons, il y a liberté, égalité et il y a fraternité. Et si on travaille sur ces questions de conditions d'exercice du mandat, la question de la fraternité, il ne faut pas l'oublier, quoi. Pas celle de la laïcité, parce que ça ouvrirait encore des débats un peu longs et on y passerait l'après-midi, mais je pense que la question de la fraternité, c'est peut-être un sujet sur lequel, effectivement, il faut qu'on travaille collectivement, le Parlement, les associations d'élus, pour essayer de remettre ça aussi au cœur de la mêlée, quoi. La fraternité, c'est quand même une des valeurs de notre République et on l'a un peu oublié, j'ai l'impression, on l'a dans le discours public, mais après, dans l'action au quotidien. Et être maire, c'est aussi être dans la fraternité. Merci beaucoup. Juste peut-être comme ça, en écho à ce que vous dites, sur la validation des acquis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un chemin de croix qui n'aboutit que rarement.
et que l'idée qui est creusée par les collègues qui sont sur ce volet de l'après-mandat, c'est d'avoir des sortes d'équivalents. C'est-à-dire, on sait qu'un adjoint à l'urbanisme, un adjoint en charge des ressources humaines, il a acquis des compétences qu'on est capable d'identifier, qu'il y aurait une sorte de correspondance. Voilà, il faut vraiment qu'on ait des choses souples, qui soient réelles et simples. Monsieur le Président, et vous aussi, Monsieur le maire, vous avez évoqué quelque chose qui est essentiel. On peut faciliter l'engagement des élus, nous allons le faire, et le sécuriser. Mais pour ça, il faut aussi, peut-être d'abord et toujours et encore après, éveiller au civisme et à la citoyenneté. Et que moi, je suis très sensible à ce que vous dites, et ça a été évoqué par nos collègues. Ça participe aussi de la formation des élus. C'est-à-dire, il faut qu'on ose, dans ce pays, faire des campagnes de communication sur ce qu'est un élu. Enfin, on parle de trier vos déchets, manger des fruits et légumes. C'est formidable. Mais est-ce qu'on peut aussi, à un moment, montrer, vous l'avez dit, vous le faites, des petits témoignages d'élus en visio. Voilà. C'est très important parce qu'on n'aura pas d'élus si on n'a pas non plus de citoyenneté, donc de fraternité, c'est très clair. Et sur le sujet que vous avez évoqué très justement, le lien avec l'entreprise, nous allons proposer à la délégation, enfin au bureau la semaine prochaine, de parler du maire employé, c'est-à-dire le maire qui est salarié. Et nous voulons nouer un dialogue avec les associations professionnelles, patronales, et nous allons faire ça en binôme avec la délégation aux entreprises, ici au Sénat, parce que nous pensons que nous avons aussi des messages à porter auprès des entreprises, et que dire qu'à un moment on a une sorte de crédit d'impôt, d'exonération de charges, parce que l'entreprise a en son sein un salarié qui contribue à tenir la République, enfin disons-le, voilà, ça nous semble extrêmement important. Donc on va faire ce travail au premier semestre, mais il faut aussi qu'on dialogue avec les organisations professionnelles pour qu'elles comprennent que toutes celles qui aujourd'hui se lancent dans la RSE, c'est très bien, mais que je pense que si vous avez un salarié élu, c'est quand même un engagement très fort en matière de RSE. Monsieur le maire, je vous en prie. Oui, je voulais préciser aussi dans la démarche, effectivement, je pense que c'est une démarche globale à plusieurs volets. La question des relations aux entreprises, il y a effectivement la formation en amont. Et donc, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais je le redis, par rapport à la question des salariés protégés. Et donc, voilà, on poursuit pour l'instant. J'ai rendez-vous encore la semaine prochaine avec le cabinet de M. Dussopt sur cette question, parce que pour nous, effectivement, elle est très importante. Et je pense qu'il faut en fait additionner ces différents sujets, à la fois que les entreprises, via les DIF, puissent former des gens en amont de ce sujet-là. Donc, je pense que c'est vraiment... je pense que c'est très, très important, et qu'on a sûrement une réflexion à faire pour, de façon plus générale, former les gens aux questions d'élus, parce que c'est vrai qu'on a des questions, on a envie de faire répéter aux gens. Répétez-moi la question, parce que tellement que ça n'a rien à voir avec nous, donc tellement ils ne savent pas ce qu'on doit faire et quel est le périmètre de notre fonction. Et donc ça, c'est quand même une vraie question. Je voudrais revenir quand même sur la question de la formation, parce que effectivement, dans le cadre de la loi engagement et proximité, là j'ai découvert, et donc c'est dans une conversation un peu tendue, on va dire, avec la Caisse des dépôts et la DGCL, j'ai découvert que la formation était facilitée, je ne sais pas comment il faut dire, pour les communes de plus de 3500 habitants. Et que donc il y a un texte qui disait que voilà, donc les formations. J'ai demandé donc à la DGCL, mais pourquoi? Et ils ont dit, mais on peut pas multiplier le processus par 36 000, donc on l'a multiplié par 3500. Et donc voilà, c'est plus simple. Et ce que je veux dire, c'est que dans les morceaux, non mais je caricature. C'est ma façon de parler, je m'en excuse, mais donc, et vous avez raison, on a effectivement essayé de clarifier cette question-là à cette occasion-là. Mais je le redis, parce qu'en fait, au bout du compte, il reste des petits morceaux de choses un peu comme ça, et qui nous portent préjudice aux communes, parce que donc on a mis des espèces de plancher, du coup, je ne sais pas comment dire, au plafond. Il y a un moment une forme de limite, et qui porte préjudice donc aux communes, et donc ça, c'est une vraie question. Et sur la question d'élus, plus généralement, pour rebondir sur la question de mon collègue, sur la définition, enfin VAE, pas VAE, etc., c'est vrai qu'on est un peu dans l'hypothèse, enfin, je ne sais pas si on peut comparer, mais du médecin généraliste. C'est-à-dire qu'à la fois, on
on est généraliste, mais spécialisé dans un domaine qui est la vie publique, etc., etc. Mais donc, voilà, on est sur ce sujet-là. Et donc, du coup, c'est difficile à définir, mais il faut absolument qu'on travaille, qu'on forme les gens, mais qu'il y ait aussi une formation de façon plus générale pour l'ensemble de la population. Je voudrais Un mot sur la formation. Excusez-moi, j'ai un. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, non, je voulais dire, je voulais simplement un dernier mot sur la question de l'évaluation, de mettre des cadres A, par exemple, donc l'évaluation qui a été faite récemment sur le coût des élus. C'est surtout que moi, ça m'évoque une vraie question qui est une différenciation par rapport aux petites communes et aux grandes communes. Alors, les petites communes et les grandes communes, on discute, c'est à partir de quand, Pour moi, il n'y a qu'une définition, c'est directeur général des services ou pas. Pour moi, les petites communes, c'est celles qui n'ont pas de DGS. Les communes plus grandes, c'est ceux qui en ont un. Et si on fait des salariés cadre A dans les communes, s'il y a un salarié qui est maire et un salarié qui est DGS, je ne vois pas comment le binôme peut fonctionner. Donc voilà, je voulais simplement alerter sur cette question. Enfin, c'est juste, je vais faire une petite parenthèse sur ce sujet. Merci beaucoup de mettre ce sujet au débat. La formation est aujourd'hui, enfin, je pense, un enjeu, mais aujourd'hui, c'est vraiment un mur infranchissable et qu'on voit sur la question de l'accès à la formation et du coût. Moi, je vois de plus en plus les intercos proposer aux élus communaux qui le souhaitent et aux communes de mutualiser des actions de formation, parce que ça coûte moins cher, on est dans la proximité et que cela contribue très fortement à créer du lien entre les élus, donc à apprivoiser l'interco et à échanger des compétences et à découvrir que dans telle commune, il y a quelqu'un qui a une expertise et que donc ça donne vraiment très souvent, puisque tout ça c'est volontaire, ça met en exergue la valeur ajoutée de la mutualisation et en valeur ajoutée qualitative. Et ça, je pense que ça peut être une réponse extrêmement intéressante pour l'accès à la formation, et surtout pour créer du ciment. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, parce que nous, on sent qu'aujourd'hui, c'est terrible, hein, mais quand les enquêtes qui ont été faites ici, alors que je pense que ce mandat devait être un mandat d'apaisement sur les irritants de l'interco, les mariages forcés, etc. Voilà, tout ça, ça devrait être derrière nous. On sent aujourd'hui que c'est un peu compliqué et ce ne sont pas les intercos qui sont remises en question. C'est le fait qu'on a beaucoup d'élus qui sont loin des choses parce qu'ils ne sont pas conseillers communautaires, que tout est complexe et compliqué, qu'on va parler du ZAN, du zéro artificialisation. Quand ça arrive, au final, au conseiller municipal qui doit gérer la pénurie, il peut même dire à son maire, mais comment tu nous as pas défendu, ça crée beaucoup de tensions, et que je pense que tout ce qui peut amener à faire du lien pour redécouvrir la valeur positive de l'interco, qui est un espace de coopération pour faire mieux ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, je pense que tout ça, ça participe aussi de la facilitation de l'engagement et de la satisfaction. Tout ne sera pas dans la loi. Alors, je peux peut-être me permettre de... Je vous en prie. Mais avant de parler d'interco, juste encore pour les professions, c'est-à-dire pour les entreprises privées, on a aussi des difficultés avec des élus qui seront dans la fonction publique, et notamment l'éducation nationale. Oui, exact. On a beaucoup, j'ai beaucoup d'élus qui sont enseignants, Oui. mais qui ont des vraies difficultés de crédit d'heure Oui, qui doit être anticipé d'1 an. c'est ça. Et il faut Oui. qu'ils sachent et que les horaires, Eh oui. il faut que leur donne des horaires réguliers. Eh oui. Ah, ils me disent le mercredi, une fois par Ah mois, de 20 heures. Ça n'existe c'est- pas, ça, eh dans la vraie vie, quoi. Et donc, ça, c'est un vrai souci que je rencontre auprès de mes maires. Sinon, pour l'intercommunalité, évidemment, l'intercommunalité doit être facilitateur, mais doit permettre à l'ensemble des élus municipaux de participer aux travaux. Il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre qu'une interco n'est pas là pour se substituer, elle est là pour faire avec. Et donc, il y a éminemment la possibilité de créer du lien entre les communes qui n'avaient pas envie d'être ensemble. On leur a dit un jour, ben voilà, les rations nous ont dit que, et on pense vraiment que c'est bien pour vous, donc vous allez aller travailler avec eux.
Et ça, l'interco subit, c'est horrible. Et sur Mulhouse, Jean-Marie Bouquel a beaucoup souffert de cela. Aucune commune n'est venue de son propre gré. Je veux dire, aucune commune. Et ils étaient là, donc on les achète par des attributions de compensation qu'on négocie au début avec des transferts de charges. Bon, on sait faire ça. Tout le monde sait faire, c'est des calculs. Mais ce n'est pas ça qui va susciter la confiance. La confiance, c'est comment je construis mon territoire, comment je fais un développement économique, comment je travaille sur les réseaux de chaleur, comment est-ce que je fais un transfert de la compétence de l'eau en gardant la possibilité, moi, en tant que maire, de dire ce qui se passe dans ma commune, comment je garde dans l'urbanisme un PLUI qui doit être là, parce que c'est prescriptif au niveau du SCOT et du SRADET, je veux dire, il faut qu'on soit en phase, mais que l'instruction puisse être faite par le maire, qui va encore décider de qui il veut avoir chez lui. Mais dans la loi SRU, c'est pareil. Comment est-ce que moi je peux m'approprier les logements sociaux si je suis un maire d'une commune de 500 habitants, mais je suis dans le même territoire, donc je dois être cette fraternité entre les élus, c'est sur les bonnes choses, les mauvaises, comment on peut les faire ensemble, et ça c'est le vrai rôle. Et au niveau de l'administration, c'est pareil. On a mis en place des secrétaires de mairie à la disposition des communes, des services juridiques qui sont là, le marché des services publics. Et c'est ça qui est important. Au-delà de tous les flux financiers, c'est le lien qu'on doit créer. Et si on n'est pas en capacité de créer les liens à travers l'intercommunalité, c'est que le fonctionnement n'est pas celui qui devait être. Et il y a des élus communautaires. Sur mon aglo, on en a 104, c'est déjà beaucoup. Je ne peux pas en mettre 900, mais tous les 900 peuvent participer à tous nos travaux. Je ne fais pas un seul transfert de compétences sans que je n'ai pas travaillé avec l'ensemble des élus municipaux. Et c'est ça qui est important. Et si on arrive à changer ça, du coup, on devient facilitateur, on est accepté et on travaille pour l'avenir de nos communes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'ici, vous parlez à des sénateurs qui sont convaincus de cette vision de l'interco qui est absolument indispensable, qui est nécessaire. Enfin, on ne devrait même plus dire que il est nécessaire, c'est ancré dans le paysage. Mais que je pense qu'au final, on le sait bien, la réussite ne vient pas que des meilleures lois que nous pouvons faire dans les meilleurs jours et des meilleurs décrets d'application. Tout ça, c'est mis en œuvre par des hommes et des femmes pour de la population, et que donc, et c'est la richesse, et c'est ce qui fait que nous nous engageons. En tout cas, voilà, je voulais vous dire le réel plaisir qui a été le nôtre de ce dialogue. Oui, je vous en prie, monsieur le maire. Je voulais ajouter quelque chose. Je ne veux pas repartir frustré de cette Non, séance. je ne voudrais pas, surtout pas. Et donc, de même qu'il y a donc dans les communes un duo maire-secrétaire de mairie, et qui fonctionne depuis très très longtemps. Et donc au niveau parlementaire, effectivement, il y a aussi une réflexion sur la revalorisation des secrétaires de mairie. Et donc, moi, je pense qu'il y a un angle mort sur l'intercommunalité par rapport à mon collègue. Il y a la question, l'angle mort, c'est que il n'existe pas, à ma connaissance, de formation pour les personnels de l'interco à la gestion communale, ce que tu viens d'indiquer. Je ne l'ai pas vécu. C'est-à-dire que les gens qui sont formés, enfin les agents et même les directions générales des services, ne sont pas du tout formés à la coopération intercommunale. Je rebondis sur à la fois vos propos, et que donc les gens, donc mais là c'est pas que chez moi, c'est multiplié. Donc déjà je te félicite par rapport à ce que tu fais, mais c'est vrai que voilà, il y a vraiment cette question-là, cet enjeu, donc un enjeu parallèle évidemment, c'est pas dans le périmètre de ce dont on discute ce matin, mais par contre je tenais quand même à indiquer. Je vais peut-être répondre. Je vous en prie. C'est vrai, c'est effectivement vrai. Il faut reformer l'ensemble de l'administration à travailler pour un ensemble de communes quand on est à l'intercommunalité, mais c'est aussi vrai dans des communes. Je veux dire, comment je suis arrivé dans ma petite commune de 1200 habitants, le premier jour, le secrétaire de mairie m'a posé un signataire et il m'a dit, un parapheur, et il m'a dit, voilà, il faut signer là en bas à droite, quoi. Et donc, on a aussi l'administration qui a ce pouvoir qu'on lui a laissé et qu'on lui donne. Et à l'interco, c'est le cas aussi. Et justement, on doit changer le système, et on a mis en place une collégiale des DGS chez nous,
avec une rencontre mensuelle de tous les secrétaires de mairie pour partager, pour porter avec des référents, pour être respectueux les uns des autres. L'un ne marche pas sans l'autre. Et j'ai ramené notre projet de pacte de gouvernance qu'on a mis en place sur l'agglomération. Je t'en laisserai naturellement. Et on en est très fiers parce qu'on a sauvé notre agglo comme ça. Merci beaucoup pour ce point. Je vous en prie, monsieur Maine. Sachant, pour vous rassurer, si je puis dire, c'est que nous allons sans doute dans cette mandature. Alors nous, on a des mandatures de 3 ans, parce que vous savez qu'au Sénat, il y a ce renouvellement partiel. Et un des sujets qui revient beaucoup aujourd'hui, mais d'une manière positive, c'est de faire un bilan du fonctionnement de l'intercommunalité en s'interrogeant beaucoup sur ce qui fait les conditions de la réussite et de valoriser les bonnes pratiques. C'est vraiment notre sujet. Donc on aura l'occasion de vous retrouver et d'échanger. Ça n'a pas un lien direct avec le sujet, mais ça a un lien énorme avec le bon fonctionnement et donc la manière dont les élus peuvent être épanouis, parce que tout ça, c'est harmonieux. Oui, je vois l'heure qui tourne et je pense qu'on va arriver au stade de la fin de la commission, peut-être. Oui, parce que sinon, on va se retrouver totalement entre nous, ce qui va être passionnant, mais on va perdre des auditeurs. Voilà, et je voulais juste vous remercier et dire qu'effectivement, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il est dans l'équilibre entre des propositions très techniques, très précises, et un objectif très politique au sens noble du terme par rapport à l'avenir de notre démocratie. Et l'inquiétude qu'on a à l'AMF, qui a été exprimée par le président Lisnard et d'ailleurs relayée par le président Larcher lors de son intervention, c'est l'articulation des calendriers. Il y a une mission que le président de la République a confiée à Éric Woerth avec un timing qui n'est pas tout à fait celui qui correspond nécessairement à un timing qui est celui du temps parlementaire et à un moment donné des décalages. La crainte, c'est qu'effectivement, tant que ce rapport ne soit pas rendu, il n'y ait pas d'arbitrage et que donc effectivement on reporte encore au calendrier grec. Et quand je disais qu'on était à mi-mandat tout à l'heure, pas encore un calendrier, mais les élections municipales en général se tiennent en mars 2026, ça veut dire que un an avant, on tombe dans l'année 2024. Ça veut dire que si effectivement on n'est pas calé sur un calendrier de l'année 2024, on risque de reporter et d'avoir une forme de dérapage ou de glissement, on va dire ça plus diplomatiquement, de glissement vers effectivement autre chose. Et on risque d'avoir après le gouvernement qui va dire oui, mais bon, on approche d'autres échéances et donc du coup on verra ça après. Et donc, on verra ça après. Et donc, il y a vraiment urgence. Et donc, nous portons tous, et particulièrement à l'AMF, une 70 mesures qui vont du très technique à des choses très transversales. On va être attentif dans le débat que vous avez évoqué d'ici le premier trimestre, on va dire, de 2024. Mais voilà, je voulais attirer votre attention sur cet enjeu qu'il y a effectivement, parce que la situation, elle est grave et l'enquête qui a été menée auprès de plus de 5000 maires par le CEMIPOV traduit effectivement cet enjeu qu'il y a aujourd'hui à agir. Le Parlement décidera les périmètres, mais vraiment à agir parce que c'est quand même quelque chose qui est très attendu et qui doit aussi permettre de construire une fin de mandat plus apaisée. Et peut-être des futures échéances électorales et notamment municipales plus apaisées que dans le contexte dans lequel nous sommes. Voilà, donc je voulais vous remercier et préciser cela. Merci pour votre question. Alors moi je ne répondrai pas ni à la place du gouvernement ni à la place du président du Sénat, mais qui s'est lui clairement exprimé au Congrès des maires. Il y a effectivement une mission qui est conduite par M. Woerth. Le président du Sénat, à la demande du président de la République, cette mission, voilà, le président du Sénat a désigné, suite à l'interpellation du président de la République, 2 sénateurs pour travailler avec M. Woerth, donc Mathieu Darnaud et moi-même, qui sommes ici un binôme qui travaillons très souvent sur les sujets de collectivité. Donc nous avons eu notre première rencontre hier.
Voilà, donc on va voir comment on va organiser les travaux pour que le maximum de collègues puissent à un moment dire des choses. Voilà. Il y a une autre mission qui a été désignée, je crois, par la Première ministre avec Madame Vautrin et un autre élu sur un peu la simplification. Bon, moi, je me réjouis que le gouvernement et que le président de la République disent qu'il y a urgence à agir pour que vous puissiez agir. C'est ça le sujet. Le président de la République a posé un diagnostic qu'à titre personnel, je trouve très juste. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait et comment on y va. Que le président du Sénat affirme dans un esprit qui n'est pas du tout un esprit d'opposition au gouvernement, ce n'est pas l'esprit du président du Sénat, mais il dit voilà, nous, on sait que c'est urgent, on a des tas d'idées, on a déjà des tas de travaux, parce qu'on travaille là-dessus depuis des années. Les associations d'élus ont chacune fait un travail considérable et assez convergent. Donc nous, Sénat, nous sommes le pouvoir législatif, donc on a une indépendance par rapport au pouvoir exécutif, mais on n'est pas du tout en opposition, bien. Et que donc nous annonçons un calendrier, c'est qu'en janvier, nous porterons, enfin sera déposée une proposition de loi. Ensuite, donc nous allons être proactifs, nous n'attendons pas. Il appartiendra au gouvernement de voir comment il se saisit des travaux du Sénat pour avancer. Nous avons fait au mois de mai ou juin une proposition de loi donc, avec donc, le président de la commission des lois, les présidents de groupe de la majorité sénatoriale, moi-même au titre de la délégation et mon collègue Mathieu Darnaud, qui est aujourd'hui vice-président du Sénat. Nous avons déposé une proposition de loi sur la protection des élus. Parce qu'il y avait, enfin rappelez-vous, enfin quand je dis il y avait le feu, pardonnez-moi, et nous on a dit, on agit, on l'a fait, le gouvernement a repris notre proposition qui doit passer à l'Assemblée au mois de janvier, donc ensuite il appartiendra au gouvernement, qui est le gouvernement, c'est l'exécutif, d'avancer et de voir, mais nous, tous nos travaux sont transparents par rapport à M. Woerth. Je rappelle qu'il y a eu des propositions qui ont été faites par le président Larcher en juillet, issues d'un groupe très transpartisan. Donc voilà, nous ne sommes pas là en compétition sur une ligne de course avec le gouvernement, parce que nous pensons comme vous qu'il faut agir et c'est maintenant. Et c'est maintenant et qu'il n'y a pas de temps à perdre, parce que je pense qu'il faudrait qu'à la fin de 2024, il y ait un texte sur ce qu'on appelle le statut de l'élu, mais aussi un texte sur d'autres éléments. Et nous continuons à avancer sur le sujet de ce qu'on appelle la décentralisation et la différenciation. Donc soyez assurés de la détermination du président Larcher, de la manière dont nous, je dis, la première mission qu'on a faite, on a été reconstitué, c'était quand, Lise, fin octobre, 18 octobre, et nous allons rendre 2 mois après, même avant, parce que ce sera le 14, cette mission flash des élus. Elle n'aura pas été faite à la légère, parce qu'on s'est nourri de tous vos travaux. Voilà, vous nous avez tout dit. Il y a eu beaucoup d'auditions, il y a eu les enquêtes que vous avez faites, et nous avions déjà sur l'étagère, comme dit le président Larcher, un certain nombre d'idées et de propositions. Voilà, et naturellement, nous sommes heureux de ce travail avec les associations, parce que c'est notre état d'esprit. Nous devons avancer d'une manière conjointe et forte, parce qu'on a aussi, c'est pas une conquête de l'opinion publique à faire, mais à expliquer à l'opinion publique ce que serait la vie sans un maire, et que le maire, il doit être respecté, il doit être soutenu, et l'État doit l'affirmer, et qu'il appartient à chacun de pouvoir être candidat aux élections et de les gagner. Donc voilà, merci vraiment beaucoup. Je propose qu'on fasse une photo avec les co-rapporteurs, si vous voulez. Merci, et puis naturellement, à bientôt pour un nouvel épisode. Mais nous pensons que la saga doit avoir une fin. Voilà, il faut commettre un acte. Merci. Voilà, on va faire...